Bonjour à toutes et à tous, c'est le 13e épisode de notre format sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, cette semaine, en hémicycle, nous avons bataillé, notamment avec mon collègue Maxime Lenné, contre le projet de loi qui modifie la gouvernance de la sûreté nucléaire. Donc, projet de loi proposé évidemment par le gouvernement et qui est donc passé malheureusement. De quoi on parle ? Pour moi, c'est un texte grave. Parce qu'en fait, il transforme la façon dont notre système de surveillance de la sûreté nucléaire fonctionne aujourd'hui. Enfin, fonctionnait jusqu'à ce texte, en fait. Jusqu'à présent, vous aviez deux organismes, l'IRSN d'un côté, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et de l'autre, l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire. Je vous explique. L'IRSN est composé notamment de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes, en fait, qui produisent des expertises sur des questions, justement, de sûreté nucléaire, en se basant sur des considérations techniques, scientifiques, pour dire, je sais pas, moi, attention, là, il y a un danger, tel truc pourrait peut-être lâcher, il faut peut-être vérifier ceci ou cela, attendez avant de finir la construction, vous voyez, ce genre de choses. Un avis d'experts. Et de l'autre côté, vous avez l'autorité de sûreté nucléaire qui, elle, prend des décisions sur la base, justement, de ces expertises. Mais quand elle prend ces décisions, de fait, elle prend en compte d'autres considérations, c'est-à-dire des considérations économiques, combien ça va coûter, par exemple, s'il faut reporter la construction machin, combien ça coûte, s'il faut ajouter telle ou telle protection, j'en sais rien, combien ça coûte, est-ce qu'on se le permet, est-ce qu'on se le permet pas, est-ce que c'est suffisamment important pour qu'on prenne cette décision, vous voyez le genre, quoi. Donc il y a des considérations économiques, industrielles, politiques, qui rentrent en jeu dans la décision, c'est normal. Mais du coup, jusqu'à présent, on avait ces deux entités qui étaient séparées, c'est-à-dire que les experts de l'IRSN, ils produisaient leur expertise de manière indépendante, c'était rendu public, et ensuite l'autorité de sûreté nucléaire prenait sa décision. Là, ils ont décidé de tout fondre en une seule instance. Donc, de fait, ça met la décision, enfin plus exactement l'expertise sous la coupe de la décision, puisque comme c'est le même organe qui décide, forcément, l'expert, il peut soit être mis sous pression, soit peut-être intégrer en fait la volonté du décideur et peut-être y aller plus mollo sur certaines recommandations. C'est exactement ce que le président de l'IRSN actuel avait évoqué comme crainte devant la commission du développement durable. Alors tout ça a été entériné, alors que l'ensemble des salariés, que ce soit ceux de l'IRSN, que ce soit ceux de l'ASN ou du comité à l'énergie atomique qui est aussi concerné, parce qu'il y a une partie des salariés de l'IRSN qui vont y être transférés. C'est un bazar sans nom, je m'étends pas là-dedans, mais en plus vraiment, ils démantèlent complètement le système en envoyant des gens à droite, à gauche et en séparant des services qui fonctionnaient ensemble. Enfin, c'est n'importe quoi, une impréparation totale. Mais en tout cas, tous les salariés nous ont alertés sur la dangerosité de ce projet, justement le fait déjà que ça allait désorganiser complètement au moment de la relance nucléaire, donc c'est pas du tout le bon moment. Et en plus de ça risque donc, comme je vous le disais, de créer une perte d'indépendance, et ce d'autant plus que le gouvernement, la majorité, ont réussi à intégrer dans le texte le fait que, en plus, même les expertises donc qui auront lieu, il y aura toujours des expertises qui seront faites, mais là, on publiera les résultats en même temps qu'on publiera la décision. Donc vous voyez que l'objectif, c'est de réduire à néant toute possibilité de pression, soit des scientifiques, soit même du public, parce que ça veut dire qu'on peut pas se saisir d'une expertise, dire attendez, eux ils avaient dit que c'était potentiellement dangereux, qu'il fallait faire attention. Enfin voilà, c'est ça qu'ils ont fait avec ce texte. Donc en l'occurrence, c'est vraiment, à mon sens, vraiment très grave. Parce qu'on voit bien que leur volonté avec ce texte, c'est juste d'accélérer la relance du nucléaire. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, à tout prix, y compris au prix de la sûreté. Le but, c'est de se débarrasser de tout un tas de normes, de tout un tas de délais qui pourraient être pris à cause justement des avis scientifiques qui pourraient amener à plus de prudence et donc peut-être à plus de retard ou à des coûts supplémentaires. Bref, c'est ça qu'ils ont essayé de faire là. Et je voudrais juste rappeler, pour donner un exemple, que dans la tragédie de Fukushima, parce qu'en plus figurez-vous qu'on a commencé à étudier ce texte le lundi 11 mars, c'est-à-dire c'était le jour où on commémorait justement le début de la catastrophe de Fukushima. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Bien sûr, il y a eu un tsunami, mais si c'est devenu une catastrophe nucléaire, c'est par défaillance humaine en fait. Il y a eu toute une chaîne d'erreurs, on va dire, dans la gestion de la catastrophe, et notamment il y a eu une défaillance de l'opérateur TEPCO, et en l'occurrence il y avait un problème en amont aussi, c'était un problème justement de manque d'indépendance de l'organe qui contrôler la sûreté et la sécurité nucléaire par rapport donc justement à l'industrie, et en l'occurrence une certaine complaisance vis-à-vis de TEPCO. C'est ça qui a fait que ça a dégénéré en accident catastrophique comme on l'a connu. Et d'ailleurs, un exemple tout bête pour illustrer ça, c'est qu'il y a eu une vague de plus de 15 mètres de haut. Or, on savait, ça faisait déjà sur le siècle précédent, il y avait eu plus de 7 tsunamis qui avaient eu une vague supérieure à 12 mètres. Or, TEPCO a choisi de faire une digue de seulement 5,70 m pour des raisons économiques, ils ont estimé que ce serait suffisant.
Voilà le travail. Vous voyez pourquoi c'est important. Et Fukushima, aujourd'hui, ça a été plus de 160 000 personnes déplacées, presque 10 000 km², je crois, de terres qui sont contaminées, qui sont invivables, et puis des quantités phénoménales de déchets radioactifs toujours présents, évidemment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de mon collègue Loïc Prudhomme, qui s'est rendu justement à Fukushima tout récemment. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Allez regarder ça, il vous explique justement les conséquences, aujourd'hui encore, de la catastrophe de Fukushima, ce que ça implique et pourquoi donc évidemment ça devrait nous inciter à beaucoup plus d'humilité et en l'occurrence c'est pourquoi je pense que ce texte est une catastrophe parce que ça prédispose justement à une baisse du niveau de sûreté nucléaire et à donc une plus forte probabilité d'accident de ce type. Alors, mauvaise nouvelle du côté du Parlement européen. Mardi 12 mars a été votée une directive qui vise à autoriser la circulation en Europe des méga-camions. Alors, de quoi on parle ? On parle de monstres, en fait. Ça peut être camion de plus de 60 tonnes, ça vous parle pas, moi non plus. En fait, il faut imaginer que c'est plusieurs semi-remorques les uns après les autres. Ça peut faire 25 mètres, je crois. Et en fait, vous imaginez la quantité de carbone que ça va dégager et puis, d'une manière générale, les problèmes de sécurité que ça va engendrer. Bref, c'est une catastrophe. C'est l'ensemble des socialistes, des libéraux, de la droite qui a voté pour ça massivement. Ça va complètement à l'encontre de nos engagements écologiques, y compris en termes du Green Deal qui normalement est censé tenir les décisions au niveau européen. Une très mauvaise nouvelle parce qu'en fait ça entérine aussi le coup de poignard en fait qui est mis au fret ferroviaire, qui est l'alternative écologique, parce que sur un train en fait on peut mettre 50 camions, l'équivalent de 50 camions pour le transport de marchandises. Donc évidemment que c'est une solution bien préférable pour transporter des marchandises d'un bout à l'autre de l'Europe. Et donc c'est évidemment nous la solution qu'on préconise, mais en fait c'est l'inverse. En ce moment, on sait que notamment en France, on est en train de démanteler justement le fret ferroviaire SNCF. Bref, une bien mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une décision qui va faire l'objet encore d'une négociation en trilogue, c'est-à-dire entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Autrement dit, il y aura une deuxième discussion là-dessus. Ça sera pour la prochaine mandature, après les élections. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire le 9 juin. Il faut voter pour la liste portée par Manon Aubry. Et si vous n'êtes pas sûr d'être inscrit sur la liste électorale, vous tapez « On s'inscrit, on vote, insoumis.fr » et puis vous pourrez vérifier tout ça. Bonne nouvelle en revanche du côté de l'Assemblée nationale, nous avons adopté un texte sur la fast fashion qui était porté par Horizon dans le cadre de leur niche. De quoi on parle ? C'est un texte qui vise à contraindre un peu donc ce qu'on appelle la fast fashion. C'est, vous savez, ces productions textiles qui sont très très intenses et qui par exemple qui renouvellent leur collection très très souvent. On pense à l'entreprise Shein que vous connaissez peut-être, qui a fait une progression absolument fulgurante. Je crois que le chiffre d'affaires a été multiplié par 900%, après plus 900% en 3 ans. Et c'est par exemple une entreprise qui propose, je crois que c'est environ 7200 nouvelles références chaque jour. Donc c'est juste complètement fou. On imagine le gaspillage cinglé qu'il y a derrière tout ça. Et puis le fait évidemment d'une production à très 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 bas coût. Aujourd'hui, il y a des entreprises donc type fast fashion comme celle-là qui proposent des nouvelles collections toutes les 2 semaines. Alors que, par exemple, dans les années 50, il y avait 2 collections par an. La collection automne-hiver et la collection printemps-été. Bon, c'est pour montrer l'accélération phénoménale qu'il y a eu. Et ça, bien sûr, c'est très important parce que derrière, ça veut dire une production intense textile. Et ça a des conséquences énormes en matière d'écologie. Donc, il faut savoir que l'industrie de l'habillement, du textile, est extrêmement, extrêmement polluante. Ça représente, je crois, 4 milliards de tonnes équivalent CO2 par an. C'est très polluant de par les produits chimiques qui sont utilisés pour le traitement des fibres, par exemple pour les teintures, etc. C'est aussi, par exemple, 70% des fibres qui sont en réalité fabriquées à partir de pétrole, vous savez, le polyester et tout ça, qui sont extrêmement présents, notamment dans les vêtements de faible qualité, donc justement, qui sont massifs dans la fast fashion. Et d'une manière générale, c'est extrêmement, extrêmement consommateur d'eau, parce que justement, les matières premières qui sont utilisées sont extrêmement consommatrices. Et puis en plus, on s'en sert encore une fois pour les traitements, la teinture, etc. Il faut savoir, pour donner un exemple un peu parlant, pour un jean, ça représente 7500 litres d'eau qui sont utilisés. C'est ce que consomme un humain en 7 ans pour boire.
Vous vous rendez compte? Donc on est vraiment sur des échelles absolument phénoménales, et c'est pour ça qu'il faut restreindre en fait cette industrie. On peut pas comme ça consommer autant de vêtements qu'on le fait aujourd'hui. Il y a aussi évidemment derrière des impacts sociaux énormes, parce que derrière cette industrie à bas coût et hyper productiviste, évidemment il y a des gens qui travaillent pour beaucoup dans des pays comme je sais pas le Bangladesh, le Vietnam, etc. Partout où l'industrie textile a été délocalisée. En France par exemple, dans le Nord notamment, c'était une zone avec une industrie textile très très forte. Monsieur Bernard Arnault, par exemple, a gentiment dilapidé, délocalisé tout ça, mais le résultat, c'est que derrière, il y a des gens qui travaillent dans des conditions absolument insupportables. Il y a énormément de femmes. Il y a aussi des enfants, même si c'est normalement interdit. Je vous rappelle juste pour illustrer ça, la catastrophe en 2013 de l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza, c'était au Bangladesh aussi, où 1130 personnes avaient péri. C'était tous des travailleuses, des travailleurs de l'industrie textile qui étaient là en train de travailler sur la machine, etc. Quand le bâtiment s'est effondré, c'est pour dire le niveau d'insalubrité dans lequel ils travaillaient. Et d'une manière générale, les conditions, je vous le disais, sont catastrophiques. Encore une fois, au Bangladesh, pour donner une idée, le salaire moyen, c'est 0,32 $ par heure. Voilà, pour ces travailleuses et ces travailleurs-là. Donc voilà, ça c'est le manqué du texte, parce que nous, on voulait justement essayer de faire apparaître aussi la dimension sociale, le scandale social qui se cache en tout cas derrière ces grandes enseignes, qui essaient de nous faire oublier ces femmes, ces enfants qui travaillent. Mais c'est ça qu'il y a derrière les habits à bas coût qu'on peut se procurer un peu partout en France et sur Internet. Mais ça n'a pas été accepté, on n'a pas réussi. Moi, j'avais défendu justement un amendement qui visait à afficher en fait l'impact social de ces entreprises. Bon, ça a été refusé. Mais en revanche, donc les victoires, parce qu'il y en a, c'est que justement il y a eu maintien de l'interdiction des publicités pour ce type donc de fast fashion, d'industrie de fast fashion. Et puis justement, le fait donc qu'il y a un malus, donc une pénalité, si l'affichage environnemental de l'entreprise est mauvais. Donc voilà. Donc ça, c'est une belle victoire qui a été obtenue notamment par l'implication de nombreuses associations écologistes, qui se battent pour la préservation du vivant, de l'environnement, etc. Un beau travail transpartisan aussi. Chez nous, c'est Alma Dufour qui portait ce texte. Et maintenant, il va juste falloir être extrêmement vigilant, parce que l'étape suivante, c'est le passage au Sénat. Et donc là, évidemment, on sait que le Sénat, de manière générale, la droite sénatoriale en particulier, n'est pas vraiment portée sur les questions d'écologie, n'est pas vraiment progressiste d'une manière générale. Donc le risque, c'est que le texte se fasse ratiboiser. Donc il faudra être prudent à l'avenir. Sur le front de la lutte contre l'A69, ça fait aujourd'hui 1 mois que les écureuils, vous savez, ces militants qui se sont installés dans les arbres, sont assiégés donc par les forces de police et de gendarmerie. Au moment où je vous parle, ils n'ont toujours pas été ravitaillés en nourriture. Ils sont heureusement maintenant ravitaillés en eau, mais toujours pas de nourriture. C'est évidemment une atteinte à leurs droits fondamentaux. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le rapporteur pour l'ONU, Monsieur Michel Forst, qui est venu il y a quelques semaines sur place pour se rendre compte de la façon dont les militants pour le vivant été traités. C'est juste une honte en fait la façon dont le préfet, l'État derrière gère cette situation. Et pour rappel, en fait, ils essaient de protéger une zone qui normalement était considérée comme à fort enjeu environnemental, c'est-à-dire c'est une zone sur laquelle on ne pouvait pas débroussailler ni abattre des arbres à ce moment. Il fallait attendre septembre à novembre. Or, encore une fois, passage en force pour construire cette fameuse autoroute qui est une aberration sur tous les plans, qui est complètement anachronique, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui et qui est une aberration évidemment écologique. Je voudrais rappeler que, vous savez, dans le cadre de la commission d'enquête sur la 69 qui est en cours, on a entendu par exemple cette semaine Monsieur Cassou, qui est membre du GIEC, et qui disait très justement en fait que ce projet, en fait, il va avoir un impact majeur comme n'importe quel autre projet de ce type. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque tonne de CO2 supplémentaire compte. Tout ça s'additionne, et aujourd'hui on est dans un moment d'accumulation. Du coup, il n'y a pas de, parce qu'on entend des fois, oui, c'est pas parce que on fait pas, même si on fait cette autoroute, c'est pas comme ça qu'on va, enfin je veux dire, c'est pas en faisant pas cette autoroute qu'on va sauver le climat, enfin ce genre de choses. En fait, si, parce que tout s'additionne, tout compte. Et ce projet, il a un impact écologique majeur. Il est en l'occurrence criminel quant à la préservation de nos conditions de survie sur cette planète. Donc nous demandons toujours l'abandon de ce projet catastrophique et soutien aux écureuils mobilisés. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Comme d'habitude, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à partager, à commenter, à liker, tout ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine.